Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les nouvelles technologies, outils de transparence ou de confusion. Les nouvelles technologies, c'est très vaste. Le e-commerce, la dématérialisation, les systèmes d'information, la traçabilité, j'en passe et des meilleurs. Dans l'univers de l'agro, eh bien les solutions techno sont pléthores. On va essayer de faire le point avec nos invités. Alors à la tribune, Rémi Sansaloni, vous êtes responsable études documentaires au sein de TNS Orfres. Merci d'être avec nous. Damien Duquesne, vous êtes un serial entrepreneur du web, fondateur et directeur associé de 750 grammes. Alors, success story formidable. Le mouvement, c'était d'accord. En tout cas, une croissance formidable. Votre retour d'expérience dans quelques instants. Sébastien Fouillet de la société Ranos va nous rejoindre dans quelques instants. Et Cédric Houlette, bonjour. Vous êtes développeur du logiciel Proxy Produit au sein de GS1. Ai-je oublié quelque chose? On est au complet. Alors messieurs, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Technologie, on pourra en parler pendant des heures. On n'est pas des technologues, on est au CIAL. On va commencer par les attentes du consommateur. C'est là où vous intervenez. Rémi Sansaloni, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Quelles sont les attentes en général? Et comme vous êtes un homme d'études, quelles sont donc les nouvelles attentes? Tout d'abord, je voudrais insister sur une chose. Si on parle d'attente des consommateurs, il faut supprimer la conjonction « ou » et la remplacer par la conjonction « et ». Et c'est de l'empilement apparemment de plus en plus massif, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, tout à fait, la conjonction « et » va marquer à la fois des besoins chez les consommateurs et une tension entre cette attente de transparence et ce risque de confusion qu'on observe chez le consommateur. Alors, dans le domaine alimentaire, c'est effectivement assez évident que le consommateur a une attente de plus en plus forte en matière de transparence, notamment en ce qui concerne les données nutritionnelles, et en même temps avec le risque de confusion qu'on observe également face à la complexité de la chose. Alors, complexité, les technos sont-elles un allié? Sont-elles au contraire le meilleur partenaire de celui qui veut créer un écran de fumée? Votre avis sur le sujet? Alors, je dirais les deux, mon général. Dans la mesure où effectivement, les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles nous apportent? Elles nous apportent de la réactivité, la rapidité, la multiplication des sources d'information et la multiplication des sources d'échange. Autant d'éléments qui peuvent générer de la transparence, mais également de la confusion chez le consommateur. Alors, ces technos, le sujet est très très large. On va quand même essayer de, soit de le focaliser un petit peu. Alors, justement, je vois effectivement, Damien Duquesne, vous avez spontanément pris le micro, vous avez raison. Vous êtes un utilisateur de techno, forcément vous êtes un e-commerce, enfin un pro du web. Alors tout d'abord, présentez-nous en quelques mots l'aventure de 750 grammes, enfin 750 G hein, pour les intimes. Le nom du site, comment c'est né, où est-ce que vous en êtes? Et franchement, les chiffres sont là pour montrer que les technos, ça marche. Et puis après, je vous demanderai d'avoir un regard critique sur le sujet. Mais commençons tout de suite par votre portrait. Vaste question. Et le tout en 22 secondes. Je plaisante. On va essayer d'être très vif. Alors en fait, l'aventure, elle commence en 2004. C'est Jean-Baptiste, mon frère, qui crée un site. Il sort d'école de commerce, il croit aux technologies du web. Et il va créer un site d'e-commerce qui va s'appeler 75 centilitres. De plus en plus d'amateurs de vin lui demandent quelle recette. Et là, il ne bataille pas. Il prend le poids du vin dans une bouteille et il crée 750 grammes. On travaille. Et puis on voit qu'il y a des marges de progression phénoménales, que de plus en plus de gens recherchent des recettes de cuisine sur Internet. Et aujourd'hui, on a plus de 77 000 recettes de cuisine en ligne gratuites. C'est incroyable. Et on a à peu près 10 millions de visiteurs par mois. Donc ils viennent tous les mois chercher une recette. Alors on est vraiment sur des recettes c'est hyper monstrueux, populaires. on peut le dire, parce que pour tous ceux qui marchandisent des audiences, je crois que c'est comme ça qu'on dit, votre site vaut de l'or. C'est énorme comme trafic. De l'or, je ne sais pas, mais on capte à peu près un internaute sur 5 sur la cuisine. Voilà. On a à peu près 20% du trafic. Et pour en revenir au sujet, confusion, parce que moi je suis vraiment chef, je suis prof dans une école hôtelière 2 jours par semaine. Et en fait, ce qui est compliqué pour nous, c'est de dire, voilà, on va partir sur quelque chose de très simple. Je vous donne une recette de gâteau yaourt. Alors déjà, rien que sur le site 750 grammes, il doit y avoir peut-être 400 recettes de gâteau yaourt. Donc déjà, quelle est la bonne recette? Alors petit à petit, les internautes ont donné des notes, ont mis, c'est noté sur 5, ont commencé à raconter une histoire sur les recettes et on fait spontanément remonter les recettes qui ont le plus de commentaires et qui sont le mieux notées. Et confusion parce que c'est super compliqué. Parce que quand je dis cuisez votre gâteau yaourt 25 minutes, il y a une internaute sur 10 qui me dit mais votre recette est pourrie. Et en fait, ce qui est compliqué,
c'est de matérialiser ma recette. Ah oui, savoir modérer, prendre le bon grain livré. Voilà, parce que moi je dis, ok, mais moi j'ai un moule de 15 cm et si l'internaute elle a un moule de 25, il y aura moins d'épaisseur dans la pâte et du coup son gâteau sera trop cuit. C'est assez complexe en fait. On est en train d'inventer un nouveau. Mais il y a du coup un bon business à monter, c'est de vendre les accessoires et les ingrédients qui vont permettre de la réussir à coup sûr. Vous n'y aviez pas pensé? Non, on n'est pas du tout là. Alors, non, pas du tout parce qu'on n'est pas des commerçants dans ce sens-là. Voilà, on est sur le web, nous on a vraiment pas matérialisé trop les choses. On n'est pas là pour vendre des fouets qui vont avec. Par contre, il y a un axe de développement qui est super important, c'est la vidéo. Parce que la vidéo, on montre, on explique. Ah ben en tout cas, vous montrez, vous expliquez, vous êtes sur ce plateau, vous vous débrouillez bien, vous revenez quand vous voulez en vidéo. Hein. On est ravis de vous avoir. Alors, ok, confusion. Alors allons-y, oui, Rémi Sansaloni. Je pourrais rajouter quelque chose. Vous exprimez la complexité d'une simple recette de cuisine. Imaginez lorsqu'on aborde des problèmes nutritionnels purs. Qu'est-ce qu'un lipide? Qu'est-ce qu'un glucide? Qu'est-ce qu'un protéide? À quoi servent les oméga 3? Là, on est dans une vraie problématique de nécessité de transparence et de risque de confusion. Martin, on parlait d'impact environnemental d'un ingrédient, d'un aliment, d'un plat, etc. On voit bien qu'alors là, on n'est même plus seulement sur l'empreinte écologique, mais l'empreinte sociale. Et les critères sont multiples et c'est les référentiels loin d'être encore établis. Et c'est sûr qu'on a vite fait de s'y perdre. Alors, je rebondis une dernière fois. Transparence, confusion. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on est vraiment un site de cuisine populaire. On est dans le frigo des Français, c'est-à-dire que là, il fait beau, il fait super beau. Ben, on est encore sur les apéros dînatoires, on n'est pas sur les recettes d'hiver. Normalement, on devrait être au bourguignon, là, au gibier. Et on est encore sur des salades, on le voit dans les consommations de recettes. Et ce qui est super compliqué, c'est à la fois de vulgariser notre propos, et, parce que dès qu'on complexifie, les gens, ils fuient. Et vous, votre boulot, il est super complexe parce que rien n'est simple en fait. Rien n'est simple. Et plus on essaye de raconter simplement, plus on s'aperçoit qu'il y a des sous-entendus derrière et que c'est super compliqué, quoi. Donc on a vraiment un métier difficile en fait. Alors oui, on voit ça, on peut le constater. Merci messieurs déjà pour ces premiers témoignages. On va revenir bien évidemment à tous ces aspects, le web, tout ce qui est social, puisque c'est bien de ce dont on vient de parler, de tout ce qui est web social. Une petite parenthèse maintenant avec vous, enfin pas une parenthèse, mais je vais vous faire rentrer dans le bal des technologies, elles sont multiples. Alors vous avez un autre regard, vous avez une autre solution. Cédric Houlette, expliquez-nous un petit peu votre application et plus généralement les technologies qui gravitent au travers de la Galaxy GS1. Oui, alors moi j'appartiens à une structure qui est une structure dédiée, ou en tout cas au service des entreprises. Donc on a pour rôle d'élaborer un certain nombre de standards techniques dans le monde du commerce. Et ce depuis déjà maintenant une quarantaine d'années. On a effectivement accompagné la mise en œuvre du code barre et depuis maintenant 3-4 ans, un certain nombre l'ensemble, on va dire, de l'industrie agroalimentaire nous a demandé de réfléchir à une thématique importante avec le développement des outils web. C'est notamment comment dématérialiser de l'information à destination du consommateur. Donc effectivement, on a été éditeur, et on est d'ailleurs éditeur d'une application qui s'appelle Proxy Produit, qui est aujourd'hui sur l'App Store et sur Android Market, qui n'a pour vocation, effectivement, qui est un outil d'expérimentation et qui a effectivement pour vocation à accélérer le processus de définition des standards et à voir effectivement quel modèle il faut déployer derrière ça. Alors, pour renforcer effectivement le propos des deux intervenants, on a aujourd'hui un consommateur qui effectivement a la capacité d'être sur un certain nombre de canaux. Il est aussi bien en magasin physique, mais il retrouve de l'information sur son téléphone. Il peut continuer son achat sur Internet et il a une profusion d'informations. Donc on est effectivement dans un monde de big data. Mais la problématique dans ce monde de big data, de profusion d'informations, d'inflation de données... Encore un gros mot des technos très à la mode, hein, le big data. Mais merci de l'avoir prononcé parce que beaucoup de nos invités entendent parler de big data, ils ne savent pas toujours quoi mettre derrière. On va dire que c'est une des choses qui en période de crise est en pleine inflation, c'est cette effectivement recrudescence d'informations. Et la capacité de la rendre lisible, exploitable. Exactement. Et la difficulté, c'est que il y a une... parfois contradiction entre beaucoup de données et la qualité de l'information. Donc la qualité n'est pas forcément encore au rendez-vous de la big data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information qui est mise à disposition, alors on l'a vu, soit générée par des utilisateurs, c'est le cas effectivement du site 750G, ou d'autres sites d'ailleurs, elle est soit open data, c'est-à-dire elle est collectée par un opérateur privé sur les sites web. Elle est concaténée et ensuite via un certain Le même nombre... principe que les logiciels open source. L'open data, c'est un nouveau territoire très très important à suivre aussi. Le collaboratif, non marchand, pour collecter, ou pouvant le devenir en tout cas, mais avec les mêmes principes que l'open source, quoi. Voilà, et nous pensons qu'il y a effectivement une troisième voie dans laquelle nous on travaille,
à laquelle on travaille avec les entreprises et toute l'industrie agroalimentaire, c'est la voie de ce qu'on appelle, alors c'est encore un acronyme anglais, mais la Trusted Source of Data, c'est finalement une information qui viendrait d'une source authentifiée. Une Proxy source, produit, oui, certifiée par un voilà. tiers de confiance. Partant du principe que pour pallier effectivement à la problématique de qualité de l'information, il faut effectivement aller s'adresser directement au propriétaire de cette donnée qui, de notre point de vue, est le seul à pouvoir fournir une information effectivement qualitative. Alors je ne dis pas que les opérateurs privés ne Vous avez failli dire faire. objective, mais vous n'avez pas osé quand même. Hein. Qualitative, on va dire, documentée. On va dire qualitative, mais surtout à jour. Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut monter très rapidement une application produit sur le web à partir d'une collecte d'informations. La difficulté, donc ça coûte pas très cher, mais la vraie difficulté, la vraie problématique, c'est d'arriver à la mettre à jour, à de l'alimenter et de faire en sorte qu'il y ait un vrai modèle économique à long terme. Donc effectivement, il y a cette troisième voie qu'il faut absolument explorer et elle est essentielle pour reboucler sur les attentes des utilisateurs. C'est qu'elle est essentielle pour gagner la confiance des consommateurs. Alors, gagner la confiance des consommateurs, monsieur le spécialiste, docteur Conso, dites-nous donc si on est sur la bonne voie avec ces solutions, quels impacts elles ont aujourd'hui et quels impacts elles auront sans doute demain? Alors, toute la problématique, effectivement, la vraie question, c'est le rapport marque et client. La marque doit donner de l'information, le client attend de l'information. Mais trop d'informations tue l'information. Donc, on est dans une articulation complexe entre donner de l'information et ne pas trop en donner. De même, dans la récolte des données pour faire des bases de données, pour faire derrière du marketing, pour mieux connaître le consommateur, si cette recherche est trop intrusive, le consommateur va avoir un mouvement d'effectif et là, on a tout faux. Donc si c'est une difficile martingale à trouver. Crainte. Si elle est trop documentée, les gens ne veulent pas en donner parce que ça leur prend trop de temps. Il faut trouver le bon ratio d'acquisition de données. Et tout est dans ce jeu entre trop et pas assez. Et où on va être dans la transparence, où on va générer la confusion. C'est pour ça que la notion de la conjonction « et » exprime toute cette tension qui est permanente et qui est indissociable. C'est un couple, un dual qu'on ne peut pas dissocier. Et même pour le consommateur est dans cette mouvance. Il a besoin d'informations, mais en même temps, il sent quelque part la chose étant tellement complexe que trop d'informations génère chez lui un sentiment de ne plus rien y comprendre. Damien Duquesne, on a prononcé beaucoup de gros mots. Big data, open data, etc., etc. Derrière ces gros mots, est-ce que d'abord ça vous parle? Est-ce que vous, alors vous êtes un acteur quand même très important dans le monde du web aujourd'hui, est-ce que ça vous parle? Enfin, comment vous réagissez par rapport à ce que vous venez d'entendre? Moi, d'abord, je suis chef, donc c'est vrai que c'est un des gros mots pour moi. Mais bon, ça fait quand même 5-6 ans que je suis. Vous les mettez en œuvre, ces technos, aujourd'hui, ou vous les regardez de près ou pas encore? Honnêtement, aujourd'hui, on est plus des sites de contenu, de production de contenu. Alors on sait exactement combien il y a eu de recettes de choucroute consultées dans la journée, etc. Et c'est ce qui intéresse l'agroalimentaire. C'est pour ça que l'agroalimentaire vient nous voir en nous disant je vends de la moutarde, je vends de l'huile d'olive ou je vends des épices. Est-ce qu'on peut essayer de placer en face des recettes nos recommandations de vente? Alors c'est là où justement, outil de transparence ou de confusion, dans votre cas, vous appelez un petit pop-up qui s'ouvre dans une page. Quand les gens, moi tout à l'heure je proposais les accessoires, on a dit on n'est pas encore là, mais d'accord. Oui, je veux faire une bonne mayonnaise, pour une bonne marque d'huile d'olive, c'est toujours preneur. C'est clair que nous, tous les sites aujourd'hui internet sont organisés pour que, par logique de mots-clés, on sache exactement si dans la recette, il y a de l'huile d'olive. Et donc, comme par miracle, une fois qu'une personne a une recette à l'huile d'olive, on peut lui mettre une bannière huile d'olive. Et on peut aussi, au bout de 3-4 recettes autour de l'huile d'olive, lui proposer un bon de réduction sur l'huile d'olive. Vous savez, on est suivi sur Internet quand vous allez sur n'importe quel site. On appelle ça du retargeting, je crois. Hein, c'est-à-dire qu'on est allé sur un site. C'est un beau mot. Ah, il est beau celui-là. Hein, ouais, on va sur un site, on clique, on n'achète pas, on est dans un entonnoir de conversion, je crois. Et puis on n'est pas allé au bout. Et ben on a un petit cookies. Et puis comme par hasard, sur les 17 prochains sites, on va voir. Exactement. C'est ça. Alors confusion non. C'est-à-dire que nos internautes, ils ont un site gratuit. Nous, on a des salariés, on a une vingtaine de salariés. Ils savent qu'on vit avec la pub. Donc ils se disent, faut pas trop en faire. Oui, personne n'est naïf, il ne faut pas être trop intrusif. Voilà. On est dans de l'information contextuelle, c'est bien ça. Voilà, et en fait, ça marche super bien. Il n'y a rien de plus horrible quand vous êtes sur un site internet et que vous avez une pub qui vous agresse et qui n'a rien à voir avec qu'un consommateur qui est sur un site comme 750 grammes et des pubs
plus elles sont ciblées, et plus à la limite, il se dit, bah ouais, c'est intéressant, pourquoi pas. Tiens, on me pousse une vidéo de marque, pourquoi pas, parce que je vais apprendre un tour de main ou des choses comme ça. Donc effectivement, on est suivi sur Internet. Hein. On sait un petit peu le parcours, combien vous avez consommé de pages, etc. On est suivi par un identifiant. Bien évidemment, on ne va jamais jusqu'à l'identification de la personne. Mais certains y vont. Moi, je peux vous donner quelques adresses. On n'est pas là. D'accord. Ok. En tout cas, effectivement, on voit que la connaissance du client, c'est effectivement une donnée. Alors, on est au Cial, on est évidemment dans un salon professionnel. Cette connaissance du client, pendant longtemps, les pros de l'agroalimentaire, ils connaissaient la communication de masse. C'était de l'arrosage de masse. C'est fini ? À peu près fini de partout. C'est fini de dans partout. Dans l'agro comme partout. On en est au frappe chirurgical maintenant. On est dans le one-to-one, mais on est dans ce genre de stratégie avec ce ciblage, effectivement, ces recommandations extrêmement ciblées, presque personnalisées. Vous faites une recette d'huile d'olive, on va vous recommander tel type d'huile d'olive. On est dans cette démarche-là. Et je crois retourner dans le mass média, dans ces choses-là, c'est une démarche obsolète. Le ROI ne serait plus effectivement tout à fait pertinent. Alors oui, une réaction par rapport à cette évolution et de la com et de l'ensemble des process de l'entreprise. Je voulais effectivement confirmer parce qu'aujourd'hui, une application mobile qui apporte du sens ou qui fonctionne, qui a un succès auprès des consommateurs, c'est quand même une application qui est capable de reprendre des informations déjà connues, mais de les reformater en fonction de ses propres besoins. Donc la personnalisation est effectivement une recherche très importante dans l'acte d'achat du consommateur. C'est clairement aujourd'hui toutes les applications sont développées sur ce site-là. Mais c'est aussi pour ça, c'est un peu la contrepartie, c'est que ça veut dire qu'il y a un vrai engagement de responsabilité, aussi bien par celui qui transmet l'information que par celui qui va exploiter l'information. On imagine bien sur un sujet aussi sensible d'allergie ou autre, qu'une information personnalisée qui ne serait pas de bonne qualité puisse effectivement avoir des conséquences préjudiciables et pour celui qui consomme et aussi effectivement pour celui qui a mis à disposition l'information. Donc on est effectivement sur des modèles où on est sur un ciblage très très précis et du coup où les risques et les responsabilités sont effectivement aujourd'hui beaucoup plus exacerbés. Alors Cédric Houlette, puisque vous avez le micro, conservez-le. Faites-nous un petit peu le parcours, je crois qu'on appelle ça une expérience d'achat du consommateur qui est internaute à tout point de vue, mais qui est aussi dans des circonstances d'achat dans le magasin. Je scanne un barcode ou autre chose. Je crois que vous travaillez aussi sur des technos sans contact. Bientôt, on n'aura plus besoin de scanner. On passe à côté comme un passe Navigo et on a de l'info. Alors, ça veut dire quoi? Expérience d'achat, je suis allergique au gluten. J'ai automatiquement l'info. Je sais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est déjà techniquement possible aujourd'hui et qu'est-ce qui se prépare. Qu'est-ce qui se prépare? On a aujourd'hui effectivement des outils, des téléphones, des smartphones qui ont une capacité à se connecter sur l'Internet, une capacité à renseigner un certain nombre de préférences et du coup à interpréter l'information brute qui leur est transmise par l'application, en tout cas selon la source par l'application elle-même. Donc le parcours est de manière assez récurrente, souvent le même. On est sur des produits plutôt élaborés, donc sur lesquels il y a souvent ce signe, donc ce code à barre qui figure sur le produit et qui permet d'identifier le produit de manière assez unique. La capacité des téléphones, notamment avec l'appareil photo aujourd'hui, permet, à partir de la capture de cet élément graphique du packaging, de préciser qu'on souhaite une information sur ce produit-là. Donc ensuite, ça c'est le propre de toutes les applications, c'est ce qui fait leur intérêt ou leur différenciation, c'est qu'elles mettent effectivement en forme les informations selon les attentes des consommateurs, selon aussi leur degré d'autonomie. Nous, on est sur une application collaborative, multimarque, donc ça veut dire qu'on respecte, on garde une neutralité vis-à-vis des marques, donc on fournit une information sur le produit, mais on ne fait pas de comparaison par rapport à d'autres produits, donc chose que d'autres applications peuvent se permettre de faire. Oui, là, voilà, donc il y a un certain nombre de modèles ensuite qui peuvent se déployer autour de ça. Alors justement, on voit que le modèle traditionnel du web derrière un desktop classique va évoluer. On n'est plus chez soi ou au bureau. On va maintenant être en situation de mobilité. Quand on est un spécialiste, un pro du web, on regarde ça de près.
les grandes manœuvres pour les mois, les années à venir, c'est quoi la traduction en modèle éditorial de ce dont on vient de parler? En fait, c'est super compliqué, hein, encore une fois. Parce que, en fait, nous, on a un gros site de contenu. Et donc, en fait, pour répondre à une problématique sans gluten, il faudrait qu'on regarde tous nos contenus sans gluten, qu'on les expertise et qu'on évite la faute. Donc c'est pour ça c'est pour ça que, à mon avis, on va avoir des gros porteurs comme nous, mais on va aussi avoir des marchés de niche. On va avoir des sites ultra spécialisés. Il y a des blogs qui sont des blogueuses qui ont des problématiques de gluten et qui vont se spécialiser parce que on a des responsabilités. On a des vraies responsabilités par rapport aux consommateurs. Et comme on a des gros contenus qui ne sont pas toujours validés par des experts, etc. Moi, j'en expertise beaucoup et on est deux chefs dessus, les expertiser. C'est très complexe. Et en fait, moi, je pense que ce qui va marcher dans l'avenir, c'est quelque chose de très pratique pour les gens, de simple et qui soit surtout dans leurs préoccupations du quotidien. Et tout ce qui est usine à gaz, des fois, on voit des usines à gaz qui sont créées par des marques ou par des choses comme ça, où ça part de belles intentions. Si ce n'est pas pratique, si ça ne rend pas service au consommateur, il s'en va très très vite. Aujourd'hui, on a une profusion de services et de gratuité absolument incroyable. On est quand même, à ce moment du monde, je crois qu'on a une chance incroyable d'avoir des technologies comme ça. Et va rester que celles qui sont super utiles et pratiques. Sinon, le reste, ça va mourir, quoi, c'est clair. Confirmé, Cédric Oulette. Un élément clé quand même, c'est effectivement la qualité de cette information. Dans le schéma que vous détaillez, il est de la responsabilité de celui qui fabrique le produit de transmettre une information juste et à jour. Donc effectivement, vous avez une commission, un comité qui permet de valider cette information, mais effectivement, le modèle à l'avenir, c'est une chaîne de partage d'informations avec des propriétaires de marques, des détenteurs de marques qui sont en capacité à constituer cette information et à la transmettre de manière un peu open, pour reprendre le terme du début, à des éditeurs de contenu qui vont effectivement s'en servir. Donc ça, c'est un élément important. Il faut savoir quand même, on n'a pas parlé du coût, mais il y a toujours un élément de coût, évidemment. Collecter cette information coûte très cher pour tout le monde, y compris pour les marques, les mettre à jour aussi. Donc ça veut dire que ceci n'a de chance d'émerger qu'à partir du moment où nous-mêmes, en tant qu'organisme technique, on aura la capacité à créer des standards. Qui dit standard permet effectivement de dépasser l'aspect coût. Et ça veut dire que demain, pour alimenter un site web, un site marchand, de quelque enseigne que ce soit, d'autres sites comme le vôtre, il faudrait qu'effectivement les formats soient convenus et que ça coûte effectivement le moins possible, que tout ça puisse être mutualisé et que ça coûte le moins possible à tout le monde. Merci beaucoup. Il est 15h40. Il reste 5 minutes pour conclure. Alors, je vous propose peut-être un dernier tour de table. Dernier tour de table pour évoquer un point que vous auriez aimé traiter dans ce débat que vous n'auriez pas du tout pu traiter jusqu'à présent. Ou alors approfondir un des axes et ne garder peut-être qu'une idée forte si deviez en choisir une parmi tout ce qui a été dit. Rémi Sansaloni, responsable études documentaire chez TNS Sofres. Je dirais d'une part deux choses. La première, c'est que le consommateur n'est pas totalement stupide, il sait faire la part de choses, donc prenons-le comme un être responsable. La deuxième chose, c'est pas parce que les nouvelles technologies ont révolutionné certains modes d'acquisition des connaissances en matière d'achat qu'il faut oublier que les consommateurs sont en attente de services clients et de conseils. Donc le traditionnel click and mortar a encore de beaux jours devant. Eh bien, c'était important de le rappeler. Rémi Sansaloni, merci d'avoir participé à cette émission. Cédric Oulette, votre conclusion? Ma conclusion est effectivement de confirmer que c'est un enjeu important pour les consommateurs et aussi de confirmer qu'il y a une démarche de fond qui a été engagée par l'industrie agroalimentaire dans son ensemble pour arriver à fournir ces données de qualité, déjà pour le service et aussi parce que le législateur également commence à prendre un certain nombre de dispositions à un horizon 2014-2015 pour faire en sorte qu'il y ait un parfait alignement entre les données du packaging et les données qui seront mises à disposition de manière dématérialisée sur le web. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission, Cédric Oulette. Revenez quand vous voulez. Conclusion des conclusions, Damien Duquesne. Lourde tâche. En effet. Pour des raisons économiques, je pense qu'on n'évitera pas que l'industrie agroalimentaire, en crise économique, s'empare du sujet
Et je la crois suffisamment responsable pour y mettre de l'éthique, pour y mettre des moyens et pour essayer d'avoir des outils le plus transparents possible, parce que moi je travaille un petit peu pour l'agroalimentaire. Et il y a des vraies problématiques sans gluten, sans conservateur, etc. Et ils sont quand même hyper mobilisés par ça. Et je pense que globalement, ça va dans le bon sens, parce que sinon, de toute façon, avec les réseaux sociaux, quand il y a une faute, on est sanctionné très très rapidement. Donc je pense qu'aucun industriel aujourd'hui qui montrait un programme comme ça, parce qu'il y a des coûts de mise à jour, etc., se permettrait de tricher, parce que la sanction serait immédiate. Et grâce aux réseaux sociaux, des fois, il y a des excès, mais ça va très très vite. Et je pense qu'on va, j'espère, limiter de plus en plus la triche. Et en Europe, on bosse quand même plutôt très bien dans ce sens-là. C'est une belle conclusion. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Les nouvelles technologies, outils de transparence ou de confusion, un dossier à suivre. Je pense que l'ère de la transparence est en œuvre. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. À très bientôt à l'antenne de Ciel TV.